Je vais proposer à Sébastien Loubier, qui est ingénieur de recherche à INRAE, de me rejoindre pour qu'on ait ensemble un regard critique sur ces PTGE, ces projets de territoire pour la gestion de l'eau. Voilà, qu'on comprenne quelles sont les conditions d'une bonne mise en place de ces PTGE et quelles seraient des modalités d'accompagnement pour améliorer encore leur efficience. C'était un sujet qu'on a évoqué ce matin aussi avec la table ronde introductive. Déjà, Sébastien, une première question pour vous lancer. D'où ça sort, les PTGE? On en a un petit peu parlé, mais... Eh bien, c'est l'introduction de l'exposé. Tiens donc. Les PTGE, c'est un des rares sujets sur lesquels il y a quand même eu énormément de textes réglementaires, législatifs qui sont sortis. On peut considérer que l'origine du PTGE, c'est la loi sur l'eau de 2006, qui sera traduite dans le code rural, mais qui contraint à calculer des volumes prélevables à l'échelle des bassins et qui anticipe de faire gérer ce volume-là, pour sa partie agricole, à des organismes uniques de gestion collective. Ces études volumes prélevables ont été réalisées à des vitesses différentes sur les bassins. Il y en a encore sur lesquels des études n'ont pas été faites. Et grosso modo, ça a commencé en 2008 jusqu'en 2012 pour beaucoup, au moins sur Adour-Garonne, et puis un peu plus tard sur RMC, mais vous me contredirez si ce n'est pas le cas. Et donc, après la réalisation de ces études de volume prélevables, on s'est bien rendu compte des déficits qu'il y aurait à résorber, des déficits parfois colossaux. Sur la Seudre, par exemple, il fallait réduire les prélèvements d'irrigation de 95%. Donc, c'est-à-dire suppression de l'irrigation. Donc, on comprend que politiquement, ça a été extrêmement difficile à accepter, d'où des négociations locales, des protocoles d'accord entre la profession et l'État, l'un garantissant la création de ressources en contrepartie de l'acceptation de ce volume à économiser au moins d'une partie. Et en 2012, il y a eu ce qu'on appelle le moratoire à la création de nouvelles retenues, au moins financées par les agences. C'était un stand-by alors qu'on avait négocié des protocoles. Et ça a été un peu le point de départ de grosses tensions entre la profession, l'État et d'autres représentants, notamment de l'environnement. Une situation qui s'est un peu débloquée en 2013, après la conférence environnementale, qui a conditionné la levée de ce moratoire à l'inscription de ces projets de retenue dans des projets territoriaux. À l'époque, ça ne s'appelait pas des projets de territoire pour la gestion de l'eau, c'était des projets territoriaux. Et 2 ans après est sortie la première instruction, PTGE. Alors, elle ne portait pas le nom instruction PTGE, mais c'est l'ancêtre, où il était clairement écrit dans cette instruction que l'objectif du projet de territoire, c'était de résorber les déficits, qu'il fallait mobiliser tous les usages, de les associer dans un réel processus de concertation, qu'il fallait procéder à des analyses économiques et financières des différentes actions qui seraient mises en place et qu'il fallait en plus intégrer les impacts du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Autant dire, c'était quand même une vraie révolution en termes de gestion quantitative de l'eau en France. Si on veut prendre le fil, dans les années 90, on avait défini ce qu'était la gestion intégrée des ressources en eau. Et on se galvanisait en France, parce qu'avec nos agences, l'organisation par bassin, on disait on fait de la gestion intégrée des ressources en eau. Là, c'est l'application à l'échelle locale de l'intégralité des principes de gestion intégrée des ressources en eau. Force est de constater que peu de projets de territoire émergeaient, aboutissaient, que certains étaient très conflictuels. Donc il y a eu une cellule d'expertise pilotée par le préfet Biche, on l'a évoqué ce matin. Par Nathalie Bertrand. Ouais, qui a conclu que
Eh bien, si les projets de territoire n'avançaient pas, c'était pour diverses raisons. Parmi ces raisons, il y avait la faiblesse des analyses économiques ou l'absence quasi systématique d'analyses économiques, des concertations mal adaptées au processus, une absence de partage des diagnostics sur les bassins, une absence de données. Bref, il a fait la liste de l'ensemble de ce qui n'allait pas et qui étaient autant de facteurs explicatifs à l'absence d'avancement des PTGE. Et ça a donné lieu en 2019 à la deuxième instruction PTGE qui précisait comment on pouvait améliorer les défauts inhérents à l'absence de ces données, à l'absence de concertation, etc. En même temps, le ministère de l'Agriculture avait commandité à INRAE la réalisation de guides d'analyse économique et financière des projets de territoire pour faciliter leur mise en œuvre. Plus récemment, 2021-22, des groupes du travail du Varenne et différentes missions que je n'ai pas repris toutes ici, mais il y a... Et merci d'ailleurs. Et merci. D'appui au PTGE, on dit identifier des pistes d'amélioration. Et en 2003 est sorti encore une fois un additif à l'instruction de 2019 pour préciser le rôle de l'État là-dedans. Bon, aujourd'hui, et plus la parution au mois d'août dernier, donc le guide n'a pas vraiment circulé, d'un guide national de mise en œuvre des PTGE coordonné par la direction de l'eau et de la biodiversité. Bon, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50 PTGE approuvés. En 2020, l'objectif, c'était d'en atteindre une centaine en 2027. Mais sur les 50 PTGE, en fait, on l'a déjà évoqué ce matin, on retrouve presque 3/4 d'anciens PGRE. C'est-à-dire, c'est des PTGE... ancienne version. RMC, ouais. Ancienne version, qui n'a pas vocation à répondre à l'adaptation au changement climatique, où le niveau de concertation est restreint. Enfin, il n'y avait pas les mêmes enjeux de concertation, donc c'était plus des PGRE de retour à l'équilibre immédiat, où on s'intéressait beaucoup à des ouvrages, à l'effacement de certains ouvrages, donc beaucoup plus simple, entre guillemets, en termes de concertation. Donc, qu'est-ce que c'est au final un PTGE ? Eh bien, ce n'est pas une autorisation, ça n'a pas de reconnaissance réglementaire en tant que telle, ça ne vaut pas autorisation de prélèvement. Ce n'est pas un document opposable. Ce n'est pas du tout opposable, sauf si l'ensemble du PTGE, des recommandations du programme d'action du PTGE, est traduite dans les SAGE, enfin dans les documents du SAGE, c'est-à-dire les plans d'aménagement et de gestion des eaux, auquel cas il deviendra opposable, puisque c'est le PAGD qui est le seul document opposable. Donc un PTGE, ça ne veut pas dire non plus, tout comme un PAGD, ça ne veut pas dire non plus garantie d'un financement. Ce n'est pas parce qu'un PTGE a été approuvé, qu'il y a 50 mesures dedans, qu'on va financer les 50 mesures. Toutes les Chaque maître d'ouvrage doit ensuite aller à la pêche, à la subvention, pour l'accompagnement à ces différentes mesures. Donc le phasage d'un PTGE, c'est grosso modo celui-ci, qui est repris du guide là, qui est sorti en août. J'ai fait peut-être un peu déborder la flèche du haut. En fait, les 3 premières phases sont calibrées, où on espère, dans les textes, que ces 3 premières phases soient réalisées en 2-3 ans. Ça va de l'émergence et de l'engagement de la démarche, qui peut être assez longue. Et dans cette phase-là, donc, il y a certains points qui ont été oubliés. Il y en a un qui est central et qui n'apparaît pas là, à ma connaissance. C'est un engagement à partager de manière sincère l'ensemble des données que l'on a. L'ensemble du PTGE va reposer sur un consensus sur c'est quoi la surface agricole, c'est quoi les volumes consommés. Ce fameux diagnostic initial sur lequel il faut cranter, comme disait Nathalie Bertrand. C'est ça. Mais j'expliquerai en quoi c'est compliqué de cranter. Et le deuxième point important qui, lui, y est, c'est d'écrire dès le départ quel est le plan de concertation ou le plan de participation. Ça va dépendre de l'ambition que l'on va donner au PTGE.
entre la participation, la concertation, la co-construction. On navigue là-dedans en permanence dans les projets de territoire. Et les dimensions historiques expliquent pourquoi parfois on ne va faire que de l'information et pourquoi parfois on va faire de la co-construction. La seconde phase concerne l'état des lieux, le diagnostic et les enjeux. Donc, dans tous les PTGE, il y a une phase de portée à connaissance initiale de l'État, mais pas que de l'État, hein, de l'ensemble des acteurs qui consentent à partager leurs informations et leurs données. Puis il y a un état des lieux initial et prospectif. La dimension prospective est centrale ici. Donc ça renvoie un peu à la présentation de Sébastien, et ça doit être aussi éclairé par le passé, c'est-à-dire par ce qu'Ariane a présenté aussi, et être alimenté par des scénarios de changement climatique d'Éric, si on veut. Parce que l'idée, c'est de regarder, avoir une photo très claire de c'est quoi mon territoire aujourd'hui, il fonctionne comment. Quand je soumets ce territoire à différents facteurs exogènes, dont le changement climatique, je vais vers quoi? Le scénario prospectif, c'est ça. Et mon territoire, il ressemblerait à quoi dans 20, 30, 40, 50 ans? Et c'est à partir de la vision de ce territoire-là, qui a priori n'est pas souhaitable, ou n'est pas souhaité en tout cas par les acteurs, eh bien qu'on va s'intéresser à la seconde phase, en rouge clair, rouge, brique, qui est la construction d'actions. L'identification d'actions, la combinaison, lesquelles je dois mettre en œuvre pour me mettre sur une trajectoire qui va soit me permettre d'éviter ce futur que je ne veux pas, soit me permettre d'atteindre un futur que j'aurai défini, qu'on aura défini collectivement. Et là, c'est encore un exercice de prospective différent entre vouloir éviter un obstacle et vouloir tendre vers un territoire idéalisé, souhaité par les acteurs. C'est deux choses différentes. Et cette phase de co-construction est, elle aussi, bornée par tout un ensemble de phases, dont une est centrale, c'est ce qu'on appelle le scénario sans projet. Parce que dans un projet de territoire, on va étudier différents scénarios. Mais il y en a un central, auquel tous les scénarios sont systématiquement comparés, c'est le scénario sans projet. Le scénario sans projet, ça ne veut pas dire que le territoire ne bouge pas. Que dans 50 ans, on a les mêmes agriculteurs. Donc il peut bouger, on peut le prendre en compte si on a des éléments légitimes, hein, pour voir quelles sont les dynamiques des filières, etc. Mais ce scénario sans projet, il suppose, si on est en déséquilibre quantitatif, une mise en œuvre réglementaire des mesures de restriction d'usage. C'est-à-dire que de toute façon, on va les atteindre, les volumes prélevables. Hein. Il n'y a pas de doute. Soit on les atteint avec des projets de territoire, soit on les atteint d'un point de vue réglementaire. Donc un scénario sans projet, c'est un scénario où il n'y aurait pas eu de concertation sur un projet commun, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le projet de territoire n'aboutit pas, il n'est pas approuvé, on repart avec on laisse les choses se faire à droite, à gauche, mais il n'y a pas de volonté collective de faire aboutir. Et ensuite, c'est à ce stade-là qu'on peut imaginer différents types d'analyses économiques, financières, pour venir éclairer la décision. Alors là, je vais y revenir juste après. Ce n'est pas toujours dans ce sens-là que les analyses économiques et financières sont faites. Puis la dernière phase, une phase de mise en œuvre, de suivi, évaluation classique que je ne vais pas détailler ici. Donc grosso modo, les actions qui sont envisagées, envisageables sur les territoires, on peut les classer en trois catégories. L'économie d'eau. Alors là, on a eu beaucoup de présentations aujourd'hui qui traitaient de l'économie d'eau. Cet après-midi notamment. Oui. Donc on les connaît toutes. Donc là, j'ai repris aussi les actions du guide du ministère, dans lesquelles il faudrait quand même rajouter des actions de type plus institutionnel, modification de tarification, modification de règles d'allocation de l'eau au sein des organismes uniques de gestion collective. Alors, il y a la mise en place de tours d'eau, mais ça fait référence à une gestion de crise. Mais la modification des règles d'allocation, ça c'est central, et la modification de la tarification de l'eau quand il y a beaucoup de réseaux collectifs,
C'est également central. Aujourd'hui, on a encore 20% des réseaux collectifs où il y a une tarification forfaitaire. Et pour faire le lien avec la présentation précédente, il y a aussi des grands choix sociétaux, on va dire, de territoire qui pourraient être aussi intégrés dans cette liste de solutions possibles. C'est ça. En fonction des scénarios que l'on a décrits à la phase précédente, souhaités pour notre territoire, eh bien, on va activer différents leviers. Alors, plus axés sur l'agroécologie, d'autres sur des solutions fondées sur la nature. Mais dans tous les cas, quelle que soit la philosophie du scénario que l'on doit étudier, il est très clair qu'on doit systématiquement privilégier, dans la mesure du possible, des solutions, 1, d'économie d'eau, 2, de solutions fondées sur la nature, et en dernier recours, des solutions de stockage-transfert, qui, pour la plupart du temps, sont irréversibles. Irréversibles à double titre. L'infrastructure est quasiment irréversible. Si on a mal évalué nos projets, qu'on n'a pas un remplissage systématique, ma foi, c'est irréversible aussi. Et puis surtout, c'est irréversible en matière d'allocation de la ressource en eau. On sait très bien, et l'expérience le montre, que quand on alloue de l'eau à un usage particulier, y revenir 15 ans, 20 ans, 30 ans après, c'est ce qu'on est en train de faire avec des études volume prélevable, on voit bien qu'on a énormément de mal, quoi. Et donc, en termes d'allocation de la ressource, sauf à mettre en place des mécanismes technico-institutionnels particuliers ou conditionnalisés dans le temps, on voit bien que c'est irréversible. Et donc, qu'est-ce qui manque à ce dispositif de PTGE? Il manque rien. Il manque... Non, mais le problème, c'est pas ce qui manque, c'est l'ambition. C'est les compétences, c'est les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à satisfaire l'exigence d'un PTGE tel qu'ils sont écrits aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais en matière de gestion quantitative de l'eau, et on va dire agricole, parce que les PTGE, c'est quand même beaucoup centré sur l'agriculture, ce n'est pas du tout dans la culture. Je prends l'exemple des analyses économiques, que je ne vais pas détailler là, mais une analyse économique dans le cadre de programmes d'adaptation aux inondations, les PAPI, c'est systématique. C'est systématique, ça coûte 200 000 euros, bon, ça dépend des territoires, mais ça coûte cher, c'est admis, il faut le faire, on le fait, c'est des analyses de bonne qualité, etc. Dans le cadre de la gestion quantitative de l'eau, on n'a pas envie de mettre 200 000 euros dans des analyses économiques qui, pourtant, pourraient alimenter la concertation. Aujourd'hui, toutes les analyses économiques sont réalisées pour valider le choix du scénario final, grosso modo. Et elles n'interviennent jamais en rétroaction dans l'orientation des actions qui vont être privilégiées. De sorte que, quand ça arrive à la fin, c'est pas compliqué à faire une analyse économique. N'importe qui peut la faire, même un non-économiste, si on lui dit comment il faut faire, il fera l'analyse économique. Mais faire une analyse économique qui vient alimenter la concertation, reprendre des résultats en retour pour réalimenter la concertation, c'est différent. On retrouve un peu la logique du précédent Sébastien, de mettre en place un modèle, on va dire, socio-économique, en tout cas qui permet de traiter ces enjeux socio-économiques et de les mettre à disposition des acteurs dans ce cadre des PTGE, pour jouer avec, pour reprendre son terme. Je vois où tu veux en venir, tu es en train de me dire qu'il faut que j'accélère. Donc j'y vais. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que, compte tenu de vraiment la dimension transsectorielle, prise en compte du changement climatique, dans un cadre de concertation, etc., c'est extrêmement compliqué de mettre en œuvre un projet de territoire pour n'importe quel maître d'ouvrage. Même un maître d'ouvrage qui a une taille critique, qui a des ingénieurs, des compétences, adaptés, etc., c'est compliqué. Donc l'idée, c'est d'apporter des éléments d'aide à la mise en œuvre de projets de territoire. Donc, comment les apporter? C'était déjà décrit dans l'instruction de 2019, où il était prévu la création d'un centre de ressources pour les PTGE. Ça a été plus ou moins rappelé dans le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Ils appelaient pas ça centre de ressources, ils appelaient ça la boîte à outils du Varenne, notamment dans la thématique 3, qui a consisté à produire un peu cette boîte.
Et donc ce centre de ressources, nous, c'est ce vers quoi on pousse, hein, à créer ce centre de ressources pour apporter à tous les territoires eh bien, de l'information, de la formation, créer et animer des communautés de pratiques, identifier des besoins et des outils qu'on redistribuerait à la recherche. On l'a vu ce matin. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là, oui, c'est autant d'éléments à intégrer dans ce centre de ressources. Ça pourrait être intégré dans le centre de ressources. Alors, on a déjà commencé à y réfléchir, hein, à cette mise en œuvre. Et par exemple, les travaux de Bruno avec ses ABAC, l'idée, c'est que ce soit interrogeable au travers d'un centre de ressources en fonction du type de territoire où on est, de la réserve utile, du climat, etc. Donc, ça commence à émerger et on espère réaliser cette année-là une étude de préfiguration de ce que devrait être ce centre de ressources, des missions qu'il devrait avoir, et surtout identifier les superpositions de missions avec des initiatives déjà existantes. Et il y en a beaucoup, parce que les acteurs du territoire n'ont pas attendu que l'on crée ce centre de ressources, ils se sont parfois auto-organisés, et donc c'est l'enjeu des mois à venir là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation et cet appel à collaborer pour mettre en œuvre ce centre de ressources sur les PTGE. Une question de la salle, j'imagine. Monsieur, juste là, 2 rangs devant toi. Oui, bonjour. Je me suis déjà présenté tout à l'heure. Gilles François de la SAFER Occitanie, c'est ça, oui. J'ai juste été interpellé par un propos que vous avez tenu. Vous avez dit dans les PTGE, on parle beaucoup de l'eau pour l'agriculture, sauf que voilà, il y a d'autres usagers. Et notamment, et je pense notamment au financement des réseaux, tout ça, qui sont pour un modèle économique pérenne, il faut faire appel à d'autres sources de financement. Comment les autres usagers participent à la concertation dans le cadre de ces PTGE. Merci. L'industrie, l'eau potable, voilà. Par exemple. Alors, ils y sont. Ils y sont systématiquement. Donc, au travers de représentants de distributeurs d'eau, de communes, de représentants des clés, parce qu'idéalement, quand il existe Commission locale de l'eau. Des commissions locales de l'eau et de la diversité des représentants au sein de la clé, ils sont a priori dans le comité de pilotage d'un PTGE. Donc, ils sont pris en compte. Là où je me suis mal exprimé, c'est que la plupart des PTGE qui posent problème aujourd'hui, qu'on a du mal à faire avancer, qui sont conflictuels, c'est très généralement quand il y a un enjeu agricole fort. C'est-à-dire qu'il y a un fort déséquilibre à résoudre, à résorber, et que, a priori, c'est le monde agricole qui peut résorber ce déséquilibre. Donc là, c'est conflictuel, parce qu'on s'oriente systématiquement vers des solutions stockage, sans vouloir aborder préalablement des solutions plus fondées sur la nature ou économie d'eau, chose que vont réclamer, par exemple, des associations de protection de l'environnement. Et de surcroît, ces bassins-là sont généralement des bassins sur lesquels ce genre de discussion, ils les ont depuis 30 ans des fois. Et on n'arrive pas à faire émerger les projets de stockage. Et ils ont l'impression qu'on repart à zéro. Donc forcément, ils ne veulent pas repartir à zéro en termes de concertation. Donc on ne peut pas mettre en place la concertation idéale telle qu'on la mettrait sur un PTGE neuf, on va dire, vierge de toute discussion. C'est extrêmement compliqué. On peut même avoir des doutes sur la capacité de qui que ce soit de faire émerger ces projets de territoire. Avec les questions pour ces solutions fondées sur la nature et ces éléments de transition agroécologique, d'avoir des références technico-économiques qui sécurisent ces changements de pratique. On en a évoqué, en tout cas, on a évoqué cet enjeu avec les présentations précédentes en une phrase. Avec un enjeu supplémentaire justement sur les pratiques agroécologiques. Donc aujourd'hui, quand on veut les mettre en œuvre là, sur le pilier du pilier de gauche, on n'a pas de référence d'un point de vue économique. Donc, est-ce que c'est intéressant pour l'agriculteur? Pas intéressant. De combien il faudrait l'accompagner? Et comment on sécurise ce changement de pratique? Ouais. Dans ce domaine-là, on a aussi lancé des projets de recherche pour développer de la méthodo, pour arriver à évaluer, à la fois d'un point de vue économique. Alors quand je dis économique, c'est point de vue de la société dans son ensemble. Socio-économique. Ça stocke quoi en carbone, ça émet quoi en termes de CO2 ou de gaz à effet de serre, en quoi ça limite l'érosion, etc. Pour
savoir en quoi et pourquoi on va pouvoir indemniser ces pratiques. Indemniser ou rémunérer, pourquoi pas, avec la notion de paiement pour service environnemental. Merci beaucoup Sébastien pour cette intervention.